Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, un comics Discovery un peu spécial puisque je crois qu'on est moins en moins. La prochaine émission je serai tout seul peut-être, et celle d'après il y aura personne. Ce sera une voix d'IA qui vous parlera peut-être. Non, on n'ira pas jusqu'à là. Je suis juste avec Faye. Salut Faye, ça va Faye? Salut. Bah oui, ça va. Bah, ça me rappelle certaines premières émissions qu'on faisait tous les deux. Oh oui, c'est vrai. Où on s'est trippé parce que tu suivais pas les conducteurs. Ouais, certains geeks en série où c'était parti dans tous les sens. Et oui, qui coupait pas au montage. C'est vrai. Un certain épisode de Charmed qu'on a dû enlever parce que... Ouais. Et après j'ai le droit, elle laisse pas parler l'homme et elle parle trop. Mais là du coup, on va vous parler de la balade des frères Blood, un titre western. On n'a pas fait beaucoup de western. On en a fait quelques. On a fait OKA, mais qui était pas dans... Non, on l'a pas fait OKA. Non. On avait fait un là qui était pas mal. De Brubaker. Ah oui, Pulp. Il y avait des histoires de western. C'est vrai qu'il y avait des westerns et il y avait un truc de Hickman aussi qui était western mais dans le futur. C'est ça. Mais du pur western, je crois pas. Non, ça me dit rien. Et là, c'est un duo de créateurs assez connus puisque c'est Brian Azzarello et Eduardo Risso que vous connaissez sûrement pour 100 Bullets, puisque c'est une des premières émissions qu'on a faites pour le coup, 100 Bullets. Et le titre est ressorti en intégrale. Vous pouvez les réacheter. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mes anciens. Je compte l'acheter en intégrale. Ce sera plus simple comme ça. Moi, j'aime toujours pas. Je tiens à le dire 10 ans après. 10 ans après, tu n'aimes toujours pas. Mais je pense que vraiment, c'est un truc qui est bien et en même temps qui est compliqué à prendre avec Azzarello. Là, pour le coup, c'est un one shot. Donc, il y aura pas ce côté-là du tout. Ah, c'est un one shot. On en reparlera après. C'est un one shot. Je pense que c'est un one shot. Hein, je sais pas parce que moi, j'avais l'impression que ça appelait une suite pour moi. Je pensais que c'était. On en parlera après. Ouais. Mais Azzarello, il est très fort pour tisser des histoires un peu comme Planetary. Non, c'est Warren Ellis. C'est Warren Ellis, Planetary. Un peu comme Planetary où tu tisses un grand truc et au final, t'as des révélations. Parce que dans 100 Bullets, c'est ça un peu en fait. Plus tu avances dans l'histoire, plus tu découvres que l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire. C'est beau, tu rentres déjà dans le comics et l'analyse, alors qu'on n'a pas fait les recos ni rien. Ouais. Bon, en reco, tiens, tu vas commencer. Fallait pas l'ouvrir. Je dis ça. Non. Alors moi, c'est pas vraiment des recos, mais c'est des plaisirs. J'ai découvert sur mon application Infinite Painter les brushes watercolor et ma vie a changé. Je me dis watercolor partout et j'ai passé la semaine à faire plein de dessins, dont un Gollum que je suis contente et que j'ai mis sur mon Instagram. Voilà, c'était mon but dans la vie. J'ai appris le dessin pour faire Gollum. Et c'est marrant, moi, ce mois-ci, non, le mois dernier, ça faisait 1 an que je me suis remis au dessin et je vois qu'il y a plein de gens autour de moi qui se sont mis. Enfin, Faye s'est remis au dessin. C'est mieux au dessin. J'avoue, en fait, moi, c'est comme l'écriture, j'avais eu un gros blocage à un moment donné. Parce que des moqueries, mais en fait de te voir être heureux de dessiner, ça m'a donné envie et j'avoue que ça m'aide quand j'ai des angoisses, je dessine, ça m'aide pour l'écriture aussi, parce que je vais dessiner parfois des scènes sur lesquelles je travaille, où je dessine des persos, machin, et c'est marrant parce qu'hier on regardait une émission de Monsieur Bobine sur... Guillermo del Toro. Ouais, sur Mimic, merci. Où il parlait des carnets de Del Toro et je me suis aperçu qu'en fait on avait ça en commun du fait d'écrire et de faire des dessins et des machins pour accompagner. Et je trouve ça cool. Et le lien avec James Cameron qui fait un peu la même chose, qui dessine beaucoup. Ouais. Mais lui c'est plus des toiles et des. Ouais, mais maintenant il a découvert l'IA, donc il a découvert que ça. Donc, il y a peut-être des. Oui. C'est le diable. Mais on a très hâte de voir le Frankenstein de Del Toro. Tout à fait. Je sais pas quand c'est qu'il sort. C'est pas en octobre. Je crois que c'est bientôt. Hein, peut-être. Mais il y en a plusieurs qui sortent. Il y a celui de. Ah ouais, alors celui de la sœur de Gyllenhaal, là, Maggie Gyllenhaal, il me tente bien aussi. Ouais, il a l'air bien. Mais cool. Je sais pas quand il sort, par contre. Ouais. Je sais pas si c'est au cinéma ou sur une plateforme, je sais pas.
Et il y a un troisième qui a été annoncé qui ne me tente pas du tout. Je sais plus qui l'a annoncé, mais c'est quelqu'un que. Je sais plus non plus. Ouais. C'est marrant, il y a des trucs qui reviennent au goût du jour. C'est des cycles en fait. Ouais, mais tu vois, c'est marrant de m'être remis au dessin et puis de me passionner. En fait, moi ce que j'adore, c'est vraiment le travail de colorisation. Je m'éclate et j'adore prendre des pinceaux comme les watercolors qui me permettent de faire plusieurs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un watercolor pour les gens? Alors en français, c'est un peu comme du aquarelle. C'est de l'aquarelle, ouais. Voilà, et c'est trop bien parce que en fait, suivant la pression, suivant l'angle, ça va pas faire le même effet. Et c'est génial quand on a envie de bosser des textures, quand on veut donner un certain effet. Et moi, apparemment, il paraît que j'ai un style. Écoutez, moi, je le vois pas. Vous me direz en regardant, c'est peut-être un style caca, je ne sais pas. Mais moi, je m'éclate bien. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça me fait réfléchir plus quand on regarde les BD, où je vais me dire, tiens, là, il a mis telle couleur, nana. Alors moi, j'adore justement, comme Del Toro, encore une fois, très commun, j'adore me passionner pour le symbolisme des couleurs. En fait, moi, à chaque fois que j'emploie une couleur, c'est jamais, tu vois, genre, oh, je vois du bleu, je vais mettre du bleu. C'est genre, j'ai envie de traduire telle émotion, quelle couleur va traduire telle émotion. C'est marrant, moi, autant au traditionnel, c'est ce que j'aimais le moins le faire, la couleur, parce que c'est compliqué. Mais au numérique, je trouve que je prends un plaisir fou parce que tu peux mélanger, tu peux blender. J'adore l'outil doigt, c'est le meilleur. Ouais, voilà. Mais alors, je vais te dire un truc, quand ça fait un moment que j'ai pas fait de colorisation à la main, faudrait que je me remette, mais c'est un truc, c'est pour ça que j'avais toujours les mains sales, c'est que c'est un truc déjà, je passais le doigt sur les couleurs pour que ce soit la peinture ou le crayon. Petite pensée à Agnieszka qui est à Zagreb en ce moment. Elle est au festival pour lequel elle a fait la cover du fanzine. D'ailleurs, petit rappel, je l'avais dit sur le Discord, mais on essaye de refaire cette cover sur WePlace. Pour ceux qui ne connaissent pas WePlace, je rappelle, c'est comme ce que Reddit avait fait à un moment avec Airplace. Chacun peut poser des pixels et là c'est sur la carte du monde. Et on a voulu sur Zagreb repasser, mettre la cover du 7, parce que c'est le 7e numéro. Et j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et j'en ai fait un truc énorme. Donc avec les gens du club de dessin, du cours de dessin de Agnieszka, on a mis en place, il y a même quelqu'un qui a mis tout un tuto sur internet sur son site pour poser le template. Et donc si vous voulez nous aider, on a vraiment besoin d'aide, parce que le truc est immense et je pense que on n'aura jamais fini, donc venez nous aider. Et vous pouvez pas le réduire? Et non, parce qu'on a commencé d'accord. Ça, donc il va falloir finir. Mais du coup, je parlais d'Agnieszka parce que j'ai fait un cours, parce qu'elle fait des cours dans son studio, en plus des cours qu'elle fait des cours à domicile. À Bunka, elle a fait des cours dans son studio, et du coup j'ai eu un cours tout seul avec elle, où elle m'a fait apprendre, elle m'a prêté ses affaires d'aquarelle, et j'ai fait de l'aquarelle pour de vrai, et c'était un peu une révélation. Mais c'est trop bien l'aquarelle. En fait, depuis, j'attends d'avoir des thunes pour aller et de trouver un endroit, parce que on a cherché, mais j'ai pas envie d'acheter un truc. Si vous avez des marques d'aquarelle à nous conseiller, n'hésitez pas. On est allé regarder chez Flying Tiger. On fait pas de pub pour Flying Tiger parce que c'est trop cheapos. Et moi, c'est des magasins pas chers. Ouais, voilà. Moi, j'avais envie d'un carnet qui prendrait l'eau. Faut qu'on aille à Gibert, parce que je veux voir les Gibert ou à Rouge et Plié. Enfin, on verra. Ou Sorams. Voilà. On va errer dans la semaine pour que je puisse m'acheter l'aquarelle, parce que j'ai vraiment envie de tester l'aquarelle. Un peu plus. Et vous trouverez tout ça sur mon Instagram. Tu sais, les crayons là de cire, là, tu vois ce que je veux dire? Les pastels. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois les crayons qu'on avait, un peu de cire, oui, pastel, mais j'adorais passer ça et passer le doigt dessus, ou même un buvard. Ça te fait des trucs trop bien. C'est des trucs que j'adorais faire plus jeune. Mais là, du coup, c'est pas pareil. Ça demande une subtilité qu'il faut apprendre et qu'il faut. Bon, après, moi, mon problème, c'est que je suis daltonien. Du coup. T'avais déjà essayé. Alors, c'est un truc que j'avais essayé en convention. C'est l'écriture. La calligraphie. La calligraphie japonaise avec un pinceau. J'avais fait un truc d'initiation. Et c'était trop bien parce qu'ils apprennent. En fait, c'est pour ça que souvent, il y a le rapport avec l'épée, avec les armes dans les films. Oui, c'est parce que c'est un truc avec la pression. Donc, ça t'apprend en fait à contrôler ta force, ta pression dans le bras, en fait. Et c'est super psychologique. C'était trop bien. Il y a un animé, je sais pas si c'est un manga aussi, mais je l'ai vu en animé, qui est pas mal, qui s'appelle
je crois que c'est Barakamon, peut-être que je me trompe, je mettrai qui est sur un mec qui est à fond sur la calligraphie. Et apparemment c'est tout un art au Japon, la calligraphie. Ouais, tout à fait. Et il veut devenir maître de calligraphie, sauf qu'il supporte pas la critique. Et quand il se quand il se fait critiquer sa calligraphie, en fait je crois que dans le premier épisode, il frappe un maître de calligraphie parce qu'il l'a insulté. Ouais, mais bon. Et du coup, il se retrouve dans un petit village au bord de la mer. Et du coup, c'est un peu un truc slice of life, un tranche de vie, où il va rencontrer un peu tous les gens du petit village et du coup se calmer et réapprendre la calligraphie. Il est vraiment bien. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà, je pense, une colère en lui. Ouais, voilà, ouais. Assez psychologique, tout ça, tu vois. Il y a une petite fille qui le suit partout, qui est super mignonne. Ouais. Tu vois, on va faire de l'analyse psychologique du comics. Alors, bon, toi, c'était le dessin, ta reco. Moi, je sais pas trop ce que je voulais recommander. Moi, en ce moment, je joue à Stardew Valley. Et ça me détend et en même temps, ça me stresse. Donc, c'est vrai, je suis témoin. Il est détendu, puis d'un coup, il peut. Oui, je suis tranquille en train de lire, puis j'entends. C'est James qui s'énerve sur Stardew Valley. Je vous limite. Mais en fait, ça demande trop de. Tu cours après le temps tout le temps. Et c'est chiant. Je suis à ma 3e année d'agriculture et tu cours après le temps, quand c'est un tu peu joues chiant. on dirait que tu regardes un film d'horreur parce que tu pousses tes cris. Mais j'ai un problème en ce moment. Je me suis racheté je me suis racheté Dark Souls parce que j'aime trop Dark Souls. Vraiment, j'ai un amour pour ce jeu, pour tout ce qu'il y a autour de Dark Souls, c'est son lore, ses monstres, son univers, tout est génial. Et du coup, maintenant, c'est un jeu que j'ai sur PC, que j'avais sur Xbox 360, que j'ai toujours sur. Je l'ai toujours techniquement sur Xbox 360, mais on a la console, elle est rangée parce qu'on n'avait plus de place. Plus de place. Je l'ai sur PS4, je l'ai toujours sur PS4, en 2 versions, je crois d'ailleurs, parce que j'ai la vieille et la remastered. Et après, tu te fous de moi avec toutes mes éditions du Seigneur des Anneaux. Et maintenant, j'ai acheté la remaster sur Switch pour pouvoir jouer aux toilettes, pour pouvoir en chier pendant que je chie. Mais quelle poésie dans ce podcast. Je me suis rendu compte, en fait, cette semaine, j'en parlais sur un Discord, j'ai galéré contre le démon Capra. Pour les gens qui ne sauraient pas, le démon Capra, c'est un démon assez simple. Mais le problème, c'est qu'il est dans une. Il s'appelle Franck ? Non. Ah, petite. Waouh, Estolas et XP seront fiers de toi. Il est dans une toute petite salle avec 2 mobs. Et le problème, c'est que quand il vous bloque d'attaque, c'est finito. Vous êtes mort de suite. Mais as-tu visé les couilles ? Ça, c'est important. Non, j'ai pas visé les couilles, j'ai visé les boules de feu. Parce que je joue pyromancie. Toujours visé entre les jambes, ça marche toujours, James. Et j'ai réussi enfin à le battre. Et je me dis, trop bien. Je sais que j'arrive à la zone suivante, et la zone suivante est encore pire parce que c'est la zone du dragon béant. Déjà un dragon, c'est déjà effrayant, mais quand tu le mixes avec, c'est même pas un monstre, c'est juste un espèce de. Je t'ai montré l'image d'un espèce de. En fait, c'est un dragon qui est ouvert en 2, et en fait, l'ouverture en 2, c'est 1 milliard de dents. Qui vont te bouffer. L'image est très belle, c'est très très beau. Alors je crois pas que tu m'aies montré cette image là. Si, je l'ai montré sur la conversation de groupe. Oui, mais j'ai pas regardé la conversation de groupe parce que je dessinais. Sûrement. C'est sûrement quand je essayais de dessiner Félix the Stray Kid. Peut-être. Parce que j'essaye aussi de m'entraîner à faire des visages différents, donc là j'ai testé, j'avais une photo. Mais du coup, la zone, le boss c'est pas très dur parce que c'est un gros boss, et souvent dans les gros boss dans Dark Souls c'est très simple. Mais le problème, c'est toute la zone d'avant qui est insupportable et qui t'as pas de feu, et en fait tu arrives à poil devant le boss puisque tu es face à des basiliques qui est une espèce de gros lézard avec des énormes yeux qui te balancent de la fumée, et si tu restes trop longtemps dans la fumée, ta vie est diminuée de moitié parce que tu es maudit. Donc tu dois aller au l'autre bout de la map pour acheter un objet super cher à un vendeur random, revenir et te retaper les machins. En plus, t'as plein de couloirs avec des monstres qui sont sur le plafond, et si tu fais pas attention, le monstre te tombe dessus et t'enlève la moitié de ta barre de vie. Enfin, vraiment, c'est un enfer. Et je ne comprends pas pourquoi j'aime autant ce jeu qui me veut autant de mal. Pourquoi tu joues pas avec moi des jeux de baston ? Moi, je peux te j'aime pas trop les jeux de baston en vrai. Je sais que t'as racheté le Dragon Ball Z. J'ai pas pu y rejouer parce que tu squattes la console. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il était sympa. Alors je déteste tout ce qu'il y a autour, mais les combats sont sympas.
Ouais. Moi, C'est je celui veux qui est un juste peu en animé. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, celui-là. ils sont en animé. C'est Xenoverse. Ouais. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'il faut à chaque fois aller dans plein de maisons, là, tu sais, sur le. Oui, la map est un peu. Moi, je veux juste à l'ancienne faire mes combats, quoi. Moi, j'avais adoré celui où on refaisait toute l'histoire. Je sais pas. Il était sur Xbox, je crois. Mais il faudrait que je regarde me prenne un Mortal Kombat. C'est longtemps que j'ai pas fait un non, Mortal le Kombat. Mortal Kombat, c'est horrible. Ouais, c'est sympa. Mais c'est moi, vrai que je préfère Tekken. les jeux de combat Dragon Ball Z, c'était cool. Mais je me rappelle ceux sur Super Nintendo, ils étaient trop bien. Oh. Là, j'ai un bon souvenir. Ouais, moi, c'est plus les PlayStation qui m'ont marqué. Ouais, les Budokai. Ouais, les Budokai, premiers, ils sont trop cool. Les Budokai. Bah, après, moi, c'est Tekken, ma licence préférée en jeu de baston. Et j'aime bien aussi les King of Fighters qui sont plus difficiles, mais très sympas. On est en train de faire une émission jeux vidéo. Vraiment, on part sur le jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de jeux vidéo alors qu'on joue beaucoup. Alors je vais faire un épisode sur Final Fantasy VIII qui est mon Final Fantasy préféré. Est-ce que tu vas faire une émission sur les cartes Magic Final Fantasy? Alors n'achetez pas l'extension Final Fantasy si vous voulez y jouer parce qu'elle est nulle. Moi j'avais juste pris le kit initiation qui comportait 2 decks. Et ils sont mauvais. Alors je suis en train de refaire le Sephiroth parce que mauvais. Mais c'est le plus sauvable des deux. Par contre, comme j'aime Final Fantasy VIII, j'ai acheté les cartes où il y a les personnages de Final Fantasy VIII pour les avoir. Mais il n'y a pas la sorcière dans sa belle tenue du 8. Et je suis très triste. Je l'aime trop, elle est magnifique. Ah, c'est marrant. Hier, j'ai vu quelqu'un de l'émission que vous avez peut-être, vous vous souvenez peut-être, c'est Igor, qui maintenant est bouquiniste. Et du coup, on a discuté un peu. Et il m'a dit que cet été, il était parti au Japon. Parce qu'il il y va souvent. Oui. Et il est parti au Japon et il me disait que les cartes, c'est en train de devenir un truc de fou. Et il disait que dans les cartes Final. Bah non, mais le monde Magic? des cartes. Ah, d'accord. Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh! Et il disait que les Yu-Gi-Oh! Ça marche plus. Toutes les librairies et tous les magasins de consoles sont devenus des magasins de cartes. Au Japon et que c'était en train de devenir une folie quand tu vois furieuse. Les cartes Pokémon ouais bah voilà pour Pokémon et One Piece tout ça ouais, c'est fou hein. La dernière fois il y a pas longtemps je suis allée dans la boutique où en général j'achète des cartes Magic et des fois je joue mais mon dieu il y a eu une nuée de mecs qui sont arrivés pour jouer à Yu-Gi-Oh! Mais alors déjà l'odeur fantastique, ils connaissent pas le déo. Mais alors, tu balances les clichés. Mais je vous jure, je vous jure, je suis partie à cause de l'odeur. Et puis des regards, genre mais qu'est-ce qu'il y a des filles, qu'est-ce qu'elles ils ont jamais vu des filles. Donc, et nous on s'est éclaté sur Magic et puis infernal. Voilà. On va petite. Mais alors, penser aux tips, joueurs, si vous voulez faire du Magic. Achetez-vous genre un deck tout prêt pour essayer ou prenez un kit d'initiation qui coûte pas cher. Mais après, moi je vous conseille, c'est de regarder, il y a des sites où vous avez toutes les listes des cartes par extension. Choisissez les cartes qui vous intéressent pour monter votre kit et achetez-les d'occasion à l'unité, c'est beaucoup moins cher et vous ferez pas arnaquer. Voilà, moi c'est ce que j'ai appris à force de comprendre Magic. Oui, mais parce que toi tu es fan de montage de deck. J'adore faire. Alors qu'il y a des gens qui, enfin c'est pas leur délire n'est pas de monter un deck. Oh là là, mercredi après-midi, j'ai fait ça tout l'après-midi à Bunker. Je me suis régalée. J'ai fait un deck Alien avec une des dernières extensions. Et pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les cartes. J'ai sélectionné celles qui me plaisaient par rapport à la thématique que j'avais en tête. Puis je les ai commandées et pouf. Et j'ai fait un deck pas dégueu. Bon, en face de Bunka, vous pouvez aller acheter des cartes. Parce qu'il y a oui, il y a aussi une boutique maintenant, ouais. One More Table. Ouais, je crois que c'est un. One More quelque chose. Le patron est sympa pour avoir discuté un peu avec lui. Donc, allez-y si vous avez envie. Oui, oui. Voilà. Et je crois que tu peux y aller pour jouer à Magic. Je crois, oui, en effet. Ouais. Et faire du JDR aussi, je crois. Oui. Et il y a des jeux de plateau. Il y a des jeux de plateau. Et j'ai vu qu'ils faisaient sur Twitch. Les figurines. Il y a pas longtemps, ils faisaient du Warhammer en live sur Twitch. Ouais. Donc, go. Hein. Écoute. Et apparemment, ils ont c'est la seule boutique qui a pour les gens qui sont du Warhammer et qui font de la peinture de figurines. Ils ont une marque spécifique de peinture, je sais plus comment elle s'appelle, qui est super reconnue. Ouais. Et c'est les seuls qui les font là-bas. D'accord. Je sais que parce que avant, la patience. Comment elle s'appelait la boutique avant Spécial Warhammer là. Ouais. J'ai plus le nom en tête de l'an parce que c'est
C'est une boutique qui a été reprise. Avant, c'était une autre boutique pas avec la même thématique. Et ça a été repris par quelqu'un d'autre. Et elle était recommandée par AlphaCast, qui est un streamer. Moi, je connais pas trop, mais je répète ce qu'on m'a dit. Recommandé par AlphaCast parce que c'était le seul endroit où on pouvait trouver justement cette peinture-là. Je sais plus comment elle s'appelle, qui est vraiment une peinture apparemment pour la peinture de figurines, qui est vraiment géniale. Est-ce qu'on passerait pas à la balade des frères Blood? Oui, bah, je suis étonnée. Je pensais qu'on allait continuer à faire Quand tu fais des émissions qu'avec Sophie, tu me dis, ouais, on a fait 3 heures de true crime. Et avec moi, non. Oui, non, mais Ah oui, je te trouve bien sérieux aujourd'hui. On peut partir dans le true crime à tout moment. C'est mignon, c'est mignon. J'ai pas encore parlé, mais sachez qu'il y a une version deluxe de la BO de Cad et Hunter qui sort. Oh, putain, mon Dieu. J'en avais pas parlé encore à James, voilà. Elle m'a dit que c'est en coréen ou en oui, en VO, oui, bah en VO, en coréen, en américain du coup plutôt. Oui, alors. bah en anglais et en coréen sûrement aussi, mais j'ai appris. Bah non, parce qu'il parle pas bien coréen. Si, il parle coréen maintenant. Ah, maintenant il le fait bien. Okay. Bah oui, il l'a repris, oui. Je pense qu'il doit faire dans les deux langues. Enfin, je sais pas, mais en tout cas dans la version originale, donc parce que la version originale, c'est oui, mais c'est la version originale. D'accord, ok. Voilà. Et ben, il y a Daniel Kim qui fait un petit rôle, celui du docteur, et le rôle de Céline, qui est en gros le mentor des filles, c'est Eugene Kim, mais j'avais pas cogité. Et donc en gros, on a une réunion de Jean et Son dans Cad et Hunter. Du coup, il faut que je revoie le film encore une fois. Voilà. Mais j'attends en VO du coup. Mais je vais faire la version karaoké, je le dis, mais je vais le faire. Elle y est sur Netflix. La version karaoké, elle est dans toutes les langues ou elle est juste en... Oh putain, la version thaïlandaise. Mais c'est des barres de rire. Regardez sur YouTube si vous voulez pas voir le film. Version thaïlandaise. Mais des barres de rire. On en a parlé dans Comedy Discovery, je sais plus. De la version thaïlandaise, je sais pas. Ah oui, j'en ai parlé. Oui, je vous en parle souvent de mon amour pour mais j'adore. Mais même si vous aimez pas la K-pop, moi j'aime pas du tout les K-pop et j'ai aimé le film est sympa donc. Mais il est trop bien. Bah, si vous aimez Buffy, vous pouvez aimer Buffy. Mais si. Moi j'ai préféré Michel et The Machine de la même boîte. M'en fous, moi j'aime K-pop Hunter, ça me rend heureuse. Laissez-moi. Il y a des glitters, il y a plein de choses. Bon. Alors, on va passer maintenant donc au titre de la semaine, qui est donc la balade des frères Blood. Ouais. James, est-ce que tu veux parler des auteurs? Parce que j'ai l'impression que tu les connais mieux, tu en as parlé un peu en début d'émission. Voilà quoi. Bah, c'est un duo qui se connaît bien, qui a beaucoup bossé ensemble, notamment sur One Bullets. Donc Eduardo Risso, Brian Azzarello. Brian Azzarello, c'est un scénariste qui est assez connu, qui a fait pas mal de trucs, qui a beaucoup bossé aussi avec Liber Mero. Moi je vous conseille son Joker et son Luthor qui sont très cool. Il a fait plein de trucs. Il a fait du Hellblazer, il me semble que j'avais lu un truc de lui. Oui, il a fait du Hellblazer, Azzarello. Ouais. Et Eduardo Risso, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est moins connu, non? Il est connu surtout pour... il est... One Bullets. Il est argentin, je crois, lui. Il a fait des titres en espagnol, il me semble avoir lu. Peut-être, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas cette bio en tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a commencé à dessiner dans le journal La Nación. La Nación, avec un super accent. Et les magazines Eroticon et Satyricon. D'accord. Donc je pense que vous voyez de quoi ça traite. Et il a un style un peu particulier, qui gardait un peu sur 100 Bullets, où il aime bien jouer avec les couleurs, parce qu'en plus il fait la colo. Je sais pas si sur 100 Bullets il faisait la colo, mais là il fait la colo. Et il aime bien jouer avec. Moi, je rapprochais One Bullets un peu de Sin City, au côté où on joue avec le noir et blanc et avec une couleur en particulier. Il y avait un peu des épisodes où il y avait ce genre de. Je suis d'accord. Il a un dessin très. On va en parler dans le. Très un peu à la Frank Miller. Moins dur que Frank Miller, mais un peu plus rond, je dirais. Un peu plus rond que Frank Miller, mais un peu dans ce style-là, un peu hard boiled. Après, c'est particulier parce que des fois, t'as l'impression qu'il y a pas beaucoup de détails sur les visages et tout. Ça fait un peu brouillon, un peu sketch. Et puis, des fois, il va détailler plus certains points. Mais je trouve que tout son art passe par la couleur. On va y venir là dans très peu de temps. C'est un très bon dessinateur. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Risso.
Je suis très fan de son Après, travail. ça dépend. Là, Je crois qu'il a fait du Batman aussi. Là, sur ce titre-là, j'ai plutôt aimé. Apprécié. Voilà. Alors, je vais donc vous parler de cette BD qui coûte 25€, j'ai noté le prix, et qui est disponible chez Delcourt. Ouais. Et c'est un bouquin qui s'est sorti chez Distillery, qui est, je crois, les trucs qui sortaient chez pendant le Covid, il les sortait en Substack, Ouais. et après ça sortait chez. J'ai dit peut-être des conneries, mais je crois. D'accord. Mais en tout cas, ce titre donc se passe au 19e siècle dans le Far West et on va suivre 3 enfants qui partent dans une quête de vengeance parce que figurez-vous que leur papa Quick, il a été zigouillé par des méchants hors la loi et que leur maman a été enlevée et donc ils veulent un peu vengeance et retrouver leur maman. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué mais j'essaye de simplifier mon petit. D'accord. Pourquoi mon petit ? Mon mignon James, pour que les gens, tu vois, ils aient pas toutes les clés du mystère. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si je devais qualifier ce western, je le mettrais dans la catégorie, je trouve, western crépusculaire. Ouais. Déjà de par les couleurs, parce qu'on a une palette qui est beaucoup dans les tons ocre, avec du marron, du rouge, orange, jaune. Et parfois, on va avoir des points où on va avoir du bleu qui va s'opposer, on va avoir le rouge qui va ressortir tout d'un coup un peu plus. Enfin, il joue beaucoup avec ça. Et en fait, c'est une ambiance qui est assez sombre. C'est pas le western comme le western classique où tout est beau, tout est propre. On a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre et tout. Ça va être quelque chose qui va plus partir avec des inspirations bien sûr sur le western spaghetti, mais pas que, parce qu'il y a quand même des codes de ces westerns classiques par moment. Je trouve que parfois ça m'a fait penser à la version de True Grit par les frères Cohen. Elle est vraiment bien cette. Tu l'avais vu ce remake? Ouais. Il est très bien. Tu vois un peu ce que je veux dire dans l'ambiance et tout. Et voilà, on sent que quand même pour faire ce titre, ils ont bouffé du western. On sent un peu toutes les inspirations. Moi, j'ai l'impression qu'ils essaient. Après, c'est peut-être moi qui me cours. Qu'ils essaient de. Ils ont pris le genre du western et ils essaient de lui redonner un peu l'image qu'avait vraiment l'époque, quoi. Justement, j'allais y avec venir. Un côté, c'est ça. En fait, on n'est pas une époque. C'est une époque de sauvage, en fait. Ouais. C'est une époque où. La chanson This is a man's world, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un monde où on a une forte dominance masculine. Et si t'es une femme, si tu es un natif américain, si tu es un enfant, en gros, t'as pas ton mot à dire et tu subis toute cette violence-là. Oui, c'est un monde qui est très C'est un violent. monde qui est très violent, tout à fait. Dans une nature qui est pas. Enfin, l'Amérique de cette époque-là. Et je sais pas dans quel état ils sont, mais je pense qu'ils sont plus dans le sud, puisqu'ils sont vers le Mexique, c'était compliqué, il y avait des problèmes de territoire, il y avait des problèmes, pareil, des sécheresses, des choses comme ça, c'est des thèmes qui reviennent souvent. C'est pas une nature accueillante, et en même temps, on est dans un truc qui est très violent. C'est ça. Où la moindre. On est dans une opposition sempiternelle, tu vois, l'opposition des hommes entre eux avec les hommes de foi, les hommes de science qui vont s'opposer au hors-la-loi, aux petites gens, enfin un truc comme ça. Tu vas le voir par l'emploi de la couleur, c'est-à-dire que quand on arrive dans des villes, justement, c'est très ocre. Quand il y a les hors-la-loi qui arrivent et qui se déplacent souvent de nuit, ils vont être montrés comme si c'était quelque chose d'horrifique, comme si c'était un croque-mitaine qui arrivait. Ils sortent de l'obscurité, ils sont des silhouettes d'abord sombres qui se détachent sur un ciel bleu foncé qui va te donner à la fois un sentiment de tristesse, de peur aussi, donc ça va accentuer. Et quand tu les vois en plein jour, ils vont apparaître comme si c'était une maladie, un truc qui se répand. Ils sont vraiment sales, ils sont tu vois ce que je veux dire, ils mettent vachement en avant genre des couleurs de cheveux qui vont rappeler le sang. Il y a souvent du sang sur eux aussi pour montrer qu'ils sont violents. Donc à chaque fois, chaque détail, tu vois que tu es dans l'opposition, que tu peux avoir confiance en personne. Genre à un moment, il y a une scène où il se passe quelque chose, où on suit un groupe de gens qui essayent de voyager et on sait très bien qu'il y a des gens malhonnêtes qui vont faire quelque chose, alors que de l'autre côté, t'as la naïveté des enfants qui vont s'opposer, qui peuvent pas croire qu'il y ait des gens qui respectent pas leurs paroles, alors que eux-mêmes, au début du bouquin, ils ont vécu l'horreur avec justement des hors-la-loi qui n'ont pas respecté leurs paroles et qui ont tué leur papa. En fait, ce qui est fou, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un, tu peux dire, en fait, tu peux avoir confiance en personne. C'est ça. Et si tu même pas en leur propre mère aussi, parce que le personnage de la mère est compliqué, on va dire, parce que c'est une femme. J'ai du mal à comprendre
enfin, sans vouloir Son spoiler, truc. Ouais. mais j'ai eu du mal à comprendre le Elle personnage. le dit à un moment, on en parlait, elle est dans la survie, c'est-à-dire que à un moment donné, elle dit non, je ne veux pas être une pute, mais il y a des fois où j'ai dû accepter des choses par survie. Donc elle a accepté d'être la maîtresse d'un hors-la-loi. Après, elle a accepté d'épouser un révérend, mais on voit très bien qu'elle n'aimait pas son mari. Ouais. Le fait de voir son mari se faire zigouiller, elle se cache juste pour vivre. Même ses gosses, on a l'impression qu'elle s'en fout. Enfin, c'est super ambivalent. Et mais c'est quand même intéressant de voir ça, de voir la violence que se prennent les persos. Et un perso que j'ai beaucoup aimé, c'est justement une femme qui est métisse, donc qui a une mère qui était comanche. Ouais. C'est ça. Et on comprend qu'elle a été enlevée à sa famille. Vraisemblablement, je pense que ce perso est le fruit d'un viol. Ouais. Moi, je l'ai compris comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'elle est entre deux mondes et ça va être signifié par la couleur où elle va être souvent dans des tons un peu bleutés et parfois, que ce soit sur elle ou voilà, ou autour d'elle ou autre, on va retrouver cette palette d'ocre. Donc, elle est en fait le produit de la violence de ce monde-là et en même temps, elle a quand même l'éducation Comanche, le respect de la nature, le respect de plein de choses. Et la relation qu'elle a avec les enfants, bah, j'ai beaucoup aimé. Surtout avec l'un des petits, je l'ai trouvé touchante en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, ça m'a fait penser à Oka qui est sorti chez Label 619, qui avait un peu le même délire. Et du coup, là, on peut pas lui reprocher, parce ce qu'on pouvait reprocher à Oka, c'est que j'en avais discuté un peu avec Diane et avec Julien de BD Discovery, c'est que il y avait un petit côté appropriation culturelle où c'était écrit par un blanc et c'est un blanc qui racontait des histoires autour des Indiens qui reprenait un peu la culture indienne en mode oui bon je suis le blanc qui t'explique la culture indienne, ce qui est un peu problématique. Là pour le coup là c'est plus quelqu'un qui va analyser les choses en disant mais il y a eu des trucs horribles. Tu vois, le western classique a tendance à te mettre les Indiens comme des sauvages et te représenter ça comme oui les Américains c'est des purs héros et compagnie. Oui, alors que là pas. Et là tu vois qu'au contraire il y a un questionnement. Et je regardais aussi, il y a souvent des jeux de couleurs et de textures avec la fumée, parce que la fumée c'est un élément qui revient souvent et je trouve que ça permet en fait d'illustrer l'état d'esprit des personnages. Ça va arriver quand un personnage est en colère, quand un personnage se retrouve face à une scène choquante, la fumée et la façon dont elle va être colorisée va épouser ce que ressent le perso. Puis ils sont beaucoup dans des déserts ou dans des trucs avec la fumée, la poussière, Et on puis est vraiment pas dans un monde accueillant. Ouais, et après tu vois ce que je retiens où c'est vraiment des reprises de tout ce qui va être plus le western spaghetti, c'est qu'on a beaucoup de cases qui vont se focaliser sur le regard. Ouais, effectivement. Sur le regard des personnages, ce qui fait que instinctivement on va comprendre l'état d'esprit de chacun et en fait le combat des personnages va être psychologique plus que physique. Et c'est des choses que tu vois Léon reprenait par exemple dans Une poignée de dollars ou autre, qui était déjà un hommage au travail de Kurosawa. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les combats de samouraï où avant de sortir l'épée du fourreau, le combat commence déjà par le mental. Et tu vas le voir là. Et c'est pareil, le combat de ces gamins, outre la violence, c'est le combat pour la survie, pour l'existence. Et à chaque minute, ils sont confrontés à ça. Chaque décision qu'ils prennent, c'est un combat, c'est un moyen de survivre ou peut-être de pas survivre, on ne sait pas. Mais et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de double narrateur. Enfin, il y a pas vraiment. On a ce qu'on voit. Ce qu'on suit, puis par moment, Et en même temps, il y a un narrateur omniscient qui parle de ce qui se passe, mais au passé. On sait que c'est un des frères. On ne sait pas lequel. Au début. C'est ça. Et c'est un peu le jeu de savoir c'est lequel qu'on suit. Tu vois, c'est dommage, par moment je trouve que ça rajoute de la confusion. Et moi j'ai trouvé ça intéressant. Moi je sais pas, par moment j'étais à fond dans le récit et en fait quand il y a des trucs comme ça me faisait sortir. Ça te fait sortir. Et je savais plus qui était qui, qu'est-ce qui se passe, machin. Alors que rester dans l'instant présent avec eux, on ressent leur émotion, on voit tout ce qui se passe et tout. Tu te mets en colère avec eux, t'es triste avec eux, et le fait d'avoir un point de recul, il y a des fois ça va casser en fait l'ambiance, parce que tu te dis ah tiens il y en a un qui parle, c'est que bon ça va, ils sont sortis, machin, tu sais pas quoi. Tu sais qu'il y en a un qui s'en est sorti. Les deux autres on ne sait pas, et on ne vous dira pas ce qui se passe. On ne vous dira pas. Mais moi il y a du coup il y a des moments d'émotion avec cette voix. Donc avec ce narrateur que j'ai trouvé vraiment touchant.
avec bon, je vais pas vous spoiler, mais il est désespéré en fait. Ouais, on sent que c'est quelqu'un qui est pas dans la. Effectivement, eux, ils sont pleins d'espoir, en mode oui, on va retrouver maman, ça va être trop bien, on va revivre notre vie. Et ce narrateur, lui, il sait que on n'est pas dans un monde où l'espoir peut rester longtemps. C'est ça. Et c'est intéressant. Puis il y a tout le rapport avec la religion parce qu'ils ont été élevés par un prêtre, un pasteur, un révérend. Donc ils sont vachement dans les écritures. Tu dois pas mentir, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et en fait, ils se rendent compte que les gens, ils suivent pas. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rendent compte très vite que le révérend lui aussi leur a menti. C'est ça. Que le révérend, en plus il y a à un moment donné, c'est au début, il rencontre quelqu'un qui connaissait leur père et qui dit ça m'étonne, moi quand je l'ai connu il était comme ça. Et donc les gosses se rendent compte, genre il leur faisait la leçon alors qu'en fait il n'était pas mieux qu'eux quoi. C'est un peu ça. Mais sans vous, pas au début parce qu'effectivement il y a trois, c'est ce qu'on voit, on le voit rien qu'à la couverture, donc ça spoil rien. Mais c'est au début. Au tout début, il y a trois cow-boys, enfin trois desperados qui vont venir récupérer la daronne et ils vont pas tuer le père. Le père va se suicider au point que en fait le mec. Ouais, ils l'ont bien amoché. Oui, ils l'ont bien amoché, c'est effectivement. Mais il se suicide. Tu vois, il y a deux et il se suicide juste parce que le candidaton est trop dur à. Mais pour les petits, eux, ils pensent qu'il a été tué, pas. Non, parce qu'ils l'ont vu. T'es sûr? Parce que moi, il me semble qu'ils entendent juste des cris et quand ils sortent. Maintenant, ils le voient sur la croix pendue. Oui, mais ils disent pas il s'est suicidé, il me semble. Hein. Attends. Moi, j'ai compris que les gamins, ils pensaient qu'ils avaient été tués. Moi, j'ai compris qu'ils avaient compris. Hein. Ah bon, bah. Et que justement, ça mettait un doute sur la foi du personnage de quelqu'un qui fait beaucoup de sermons et qui au final ne suit absolument pas ses sermons avec force quoi. Alors c'est le narrateur qui le dit. Ah d'accord, ok. Du coup ils ont compris alors. En fait c'est le narrateur peut-être avec le recul plus tard. Qui comprend qu'il s'est suicidé. Ouais. Là de ce que je vois je pense que... Ok. Ok. Parce qu'il trouve un mot de la mère et l'alliance posée. Et après, il sort dehors et il voit le corps du père. Ouais. Et eux, ils étaient planqués, ils entendaient juste un cri, en fait. Ouais. C'est fou. Voilà. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y a des trucs que tu comprends pas quand t'es enfant. Et avec le recul... Il s'est suicidé ou il s'est fait pendre? En fait, ils sortent et ils le trouvent genre... moi, je trouve que la position, on dirait qu'il a été tué. Hein. Attends, je vais revenir sur la page. Parce que d'ailleurs, j'en profite puisque je parcours l'édition. D'ailleurs, on remercie Delcourt de nous avoir envoyé la BD parce que vraiment, c'est un très bel objet. Les couleurs, les dessins bonus sont très bien. Il y a pas mal de bonus, c'est beau. Il y a pas mal de. Non, mais tout est bien mis en valeur. Il y a pas mal de covers alternatives. Vraiment, ils ont fait le taf sur. Ah oui, non, mais le travail. De toute façon, Delcourt. Même sur la semaine dernière, on a un peu tapé sur Delcourt avec Dr. Warfam, mais l'objet en lui-même était très beau. Hein. Peut-être qu'il s'est fait pendre en fait. Moi, j'avais l'impression qu'il s'était suicidé, mais je me suis peut-être. Vous me direz en commentaire. Parce qu'en fait, tu vois, il explique des trucs dans le machin et il dit c'est mon histoire, le révérend aurait honte. C'est le narrateur qui dit ça. Et en fait, le révérend, tu le vois, en souffrance. Et il est pendu à la croix, mais comment tu veux qu'il soit monté là-haut? En avion, on l'a pendu. Hein. Ouais, peut-être. Je pense qu'il. Vu le corps. Ouais, je pense, vu le corps, ils l'ont zigouillé et ils l'ont pendu en mode. Crucifixion. Parce que souvent. Non, mais même pas. Ouais, pour se moquer de lui. Oui. Et puis peut-être aussi pour avertir, tu vois. En mode. Peut-être, ouais. Je pense, hein. On n'est pas sur des gens positifs. Non, c'est le western. C'est le western. C'est un monde de sauvages. Voilà. Ah, mais ça dépend. Si tu regardes des westerns, il y a des westerns où. Ça dépend. Les westerns classiques. C'est John Wayne, ouais, c'est classique. Ceux de. Ce réalisateur. De Ford. Ouais. De John Ford et tout. Ouais, c'est classique, mais il y a quand même. Quand tu les revois, il y a quand même des choses intéressantes derrière, quoi. Est-ce que c'était. Je sais pas si c'est son dernier rôle, mais. John Ford, il est joué dans le film de Spielberg. C'est pas Howard Hawks qui joue dans le film de Spielberg plutôt? Ah, c'est peut-être Howard Hawks. C'est Howard Hawks qui joue, il me semble. Est-ce que c'était son dernier rôle à Lynch? Oui. Ouais, peut-être. Oui. C'est fou.
Bah au moins il lui a rendu. Il lui a rendu hommage. Ah mais il est excellent hein, dans le film de Spielberg. Hein. Ouais, je suis pas ultra fan du film de Spielberg qui parle de lui-même. Alors, bizarrement, la première fois je l'ai trouvé moyen, mais alors en l'ayant revu, j'ai pu s'apprécier parce qu'il y a des détails qui m'avaient pas sauté aux yeux. Après aussi dans la salle, il y avait des gens qui faisaient des bruits, ça m'énervait là. Ça. Ah, je suis très chiante. Hein. En plus, quelqu'un avait enlevé ses chaussures. Il y avait une odeur. Revois-le au calme, tu verras. Peut-être. Il y a des moments où vraiment, il y a des trucs que j'avais pas compris. Et en fait, en regardant la mise en scène et des trucs qui montent, il te dit plus que ce que les persos te disent en fait. En tout cas, le casting est génial. Et David Lynch en Howard Hawks, c'est génial. Il me semble que c'est Howard Hawks, hein. C'est pas John Ford. Hein. Non, c'est Howard Hawks. Un autre grand réalisateur de western. Également. Bah, je te conseille de regarder. Si tu les as pas vus, je te les conseille. C'est pas lui qui a fait Alamo ou. Non, c'est peut-être. Je sais plus. Un grand de John Wayne. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il a souvent servi de. Tu vois, genre Carpenter. C'est vraiment genre son réal préféré et tout. Il s'est inspiré de lui sur plein de choses. Tu prends comment il s'appelle un de ses premiers films Assaut, ouais, sur Central 13. C'est excellent. Oui, c'est un remake d'un. Tu vas trouver plus que moi. Oui, non, mais d'un j'ai plus film western. Et je sais pas si c'est Howard Hawks. on reste dans le. Tu couperas. Je ne couperai pas du tout. On cherche, c'est pas grave. J'ai plus de mémoire. Ça arrive à tout le monde d'avoir un trou de mémoire. Oh. Mais si vous avez pas vu Assaut sur Central 13, vraiment, regardez-le même maintenant, il a pas vieilli du tout. Pendant qu'elle cherche, je vais vous expliquer. Tiens, petite digression. C'est un assaut. Donc c'est vraiment une espèce de huis clos. Je retrouve plus le nom du film original et j'ai fait une émission dessus pour les The Master of Horror Show quand même. Oui, bah allez écoutez, elle est vraiment bien sur leur émission dessus. Bah c'est Rio Bravo. Ah voilà, Rio Bravo, ouais. C'est pas Rio Bravo? Peut-être, ouais. Et donc c'est une espèce de huis clos. Donc sur un commissariat qui se fait je sais plus. Ils se font tous attaquer par on ne sait pas trop quoi. Si c'est un gang. Oui, c'est un gang, mais on ne sait pas pourquoi ils les attaquent. Enfin, il y a un. C'est la violence. C'est la violence, quoi. Et le film est très très bien. La musique est très très bien. La musique est faite par Carpenter. C'est vraiment un super film. Et il reprend tous les codes du western, mais du coup. C'est ça, c'est bien Rio Bravo. Et c'est de qui Rio Bravo du coup? Et de Howard Hawks. De Howard Hawks, voilà. Ce que je te disais. Non, mais j'étais plus sûre. J'allais te dire Rio Bravo, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute d'un coup. Et du coup, Rio Bravo, tu le conseilles aussi? Oui. Okay. Oui, non, mais Howard Hawks, vous pouvez y aller. C'est quoi tes westerns préférés, si tu devais en citer? Voilà. Ça va être dur. J'aime bien Rio Bravo dans les classiques. Et Sergio Leone. Mais bien sûr, alors j'aime beaucoup Sergio Leone. J'ai une passion pour le bon, la brute et le truand. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Il était une fois dans l'Ouest, voilà, grand classique. J'aime bien, il était une fois la Révolution, mais c'est plus à cheval sur le truc. J'aimais bien True Grit, les deux versions. Ah ouais, True Grit, il est vraiment cool. Moi j'ai vu que le premier, mais que le remake. Le remake, il est vraiment cool. Après, en plus récent. Moi, j'ai une passion de Sam Raimi. Là. Voilà, j'adore, j'ai une passion pour justement le film de Sam Raimi avec Sharon Stone. Ouais. Je le trouve génial. En plus, je trouve qu'il reprend des. Avec Gene Hackman aussi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que dans sa mise en scène, il mélange. Tu cherches, c'est ça? C'est l'émission où on cherche les titres. L'émission où je retrouve aucun titre. Mais c'est pas un. Indompté, il y a un truc indompté, non, c'est pas indompté. C'est mort ou vif, ça me revient en tête. Voilà. Ça m'est revenu dans la tête. Et non mais moi ce que j'aime bien, c'est que les duels, la mise en scène, il y a des fois tu retrouves des codes de comics, dont la façon dont ils filment les trucs, tu vois. Et tu vas aussi avoir des codes venant plus de, comme toujours avec lui, tu vois, de cartoon un peu genre Tex Avery et tout mélangé. Ouais. Et ça apporte un truc. Ça m'a mis quoi. Ouais, voilà. Mais je trouve que ça apporte un côté spectaculaire à ces duels, parce que donc en gros l'histoire c'est un concours de duels. Ah oui, j'ai pas cité Impitoyable, mais il est pas mal. Parce que James, vous le voyez pas, mais James fait une très belle imitation de Clint Eastwood dans Impitoyable. Voilà, magnifique. J'aime pas trop Clint Eastwood comme personne, mais c'est un mec qui a fait des bons films. Alors après, tu avais vu 3h10 pour Yuma, les deux versions? Je crois que j'ai vu celle avec Russell Crowe. Ouais, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Et il y a un film avec Christian Bale que j'ai pas vu, mais qui avait l'air super bien, qui est un peu long, avec la meuf de
la meuf qui est dans le film oh, je suis désolé. Moi, j'en ai vu un réalisé par Viggo Mortensen. Ou Daris, je sais plus, un des deux. Je crois que c'est Daris, pardon. Je sais plus. En tout cas, ils sont ensemble dans le film et c'est un des deux qui est réalisé, mais je sais plus le titre et c'était très bien. Voilà. Non, mais si moi, vous retrouvez le titre, un vous film me que dites. tu as vu. Oui. Avec Christian Bale et. Oui, et. j'ai son nom au bout de la langue. Je suis désolé. Elle est dans. Oui, elle est dans le. Le truc avec Ben Affleck. Oui. Attends, je vais te retrouver ça. C'est une actrice anglaise qui est très bien. Oui, bah elle est dans La Roue du Temps là récemment. Oui. Les gens qui nous écoutent vont être là, mais putain, c'est ça, bande de nazes. Rosamund Pike. Oui, Rosamund Pike. Merde, et comment s'appelle le Je film suis en train de te. Mais il était bien celui-là, tu m'avais dit qu'il était génial. Oui, et ben j'avais beaucoup aimé, surtout la réalisation et le travail de photo. Ouais. Je vais te retrouver ça de suite. C'est. Qui est aussi dans Le Dernier Pabal avant la fin du monde. Oui, c'est vrai, c'est Hostile, voilà. Hostile, voilà. Hostile, j'avais beaucoup aimé, qui montrait justement une. Que t'as vu au ciné, toi? Ouais, oui, en VO. Et ça montrait justement une femme qui devait parcourir toute une étendue, pour une histoire assez grecque, avec Christian Bale qui devait l'aider. Et tu voyais justement aussi, c'était un western crépusculaire aussi, dans la photo et aussi dans son sujet très sombre. Et tu voyais un peu ce western, un peu à l'image de ce comics. Tu as raison de faire référence à ce film parce que totalement on peut le visser avec. J'avais envie de le voir et j'ai pas eu l'occasion, mais ça avait l'air vraiment bien. Mais tu vois qu'en fait, le problème, c'est pas l'origine de la personne, c'est l'humanité en elle-même. C'est-à-dire que ça te montre que l'homme est violent par nature et que quand il n'y a pas de règles et que c'est le bordel et qu'il retourne en quelque sorte à l'état sauvage, c'est la violence qui prédomine et ça prend le dessus, tu vois. Et c'est intéressant en termes philosophiques aussi, le western, parce que ça te pose plein de dilemmes plutôt... Moraux, ouais. Parce qu'ils se disent, tu vois, c'est pareil, ils rendent les Indiens responsables de choses qui n'ont rien à voir. Ça passera pas, t'inquiète. Ouais. Ils rendent les Indiens responsables de leur misère, alors qu'ils sont responsables de leur propre misère. C'est fou. T'inquiète, ça le fait, mais on l'entendra pas dans le. D'accord, mais c'est moi. On a des petits bruits de parasites, je suis désolé. Ouais, désolé, ça m'a trouvé. Normalement, vous ne devrez pas les entendre, ça passe au nettoyage. Ah ouais. Mais c'est fou parce que le western, c'est à la fois, tu vois, le culte du héros américain. C'était un peu, tu vois, les premiers super-héros avant qu'ils arrivent. Et en même temps, au fil des siècles et des réinterprétations, c'est aussi devenu un outil d'esprit critique et de se poser des questions sur l'héritage et sur ce qui a été fait, quoi. Et c'est marrant, il y a une époque où il y avait beaucoup de gens qui faisaient les comparaisons entre en cinéma entre le western et le film de super-héros en disant regardez le t'avais western Lone Rangers par exemple qui était un super-héros issu du western que tu voyais dans des petites mais en disant regardez c'est passé, il y a plus personne qui te fait de western et puis ça revient de temps en temps. Mais en tu disant peux prendre n'importe quel genre et faire ça. Le genre de super-héros va péricliter comme ça et puis revenir petit à petit. Mais en fait, pour l'instant, on l'a pas eu encore. Tu prends n'importe quel genre, au bout d'un moment, ça s'essouffle et puis ça revient. Parce que t'as fait le tour du truc et t'as besoin de prendre de la distance. Le slasher, ça fait pareil. Le slasher, ça fait pareil, c'est revenu cycliquement. Souviens-toi l'été dernier revenu. Souviens-toi l'été dernier revenu pour mon plus grand plaisir. Vraiment, je l'adore. On en a parlé déjà, je crois. Oui, dans l'épisode d'avant. Non, mais c'est cyclique, ça revient. Et je pense que ça revient quand on en a besoin. Et ça revient. C'est là que ça évolue parce que les gens ont pris du recul et vont y apporter autre chose. Et là, on est encore dans une période où, par exemple, le comics, les films de super-héros, il n'y a pas encore le recul nécessaire pour le réinterpréter. Et ça a besoin d'aller jusqu'au bouddhisme, c'est comme ça. Et petit à petit, il y en aura moins, quoi. Ça va arriver. Mais il faut... les guéguerres, voilà quoi. Et je pense que les gens qui se sont énervés contre Spielberg quand il parlait du western, ils ont pas écouté. Oui, c'est Spielberg qui avait dit ça. Ouais. Parce que ce qu'il avait dit était très vrai, mais tu prends pour n'importe quel genre, le buddy movie, les polars, les machins, et pourtant ça revient, même les films fantastiques, les machins. Regarde les films d'horreur, il y a un moment où c'était genre très honte, c'était très vidéoclub, très machin, tu voyais pas, et maintenant ils reviennent sur le devant de la scène, quoi. C'est cyclique, c'est comme ça. On prend les récits qui vont correspondre au moment où regarde les films d'horreur, on est dans une époque qui ça dure depuis un moment. On a beaucoup de films autour de
de l'emprise et autour du. Des choses toxiques, des virus. Non, mais. T'as plein de trucs comme ça qui reviennent. Hein. Plus le côté catholique avec les démons. Oui, ça c'était des modes. Hein. Regarde, dans les années 70 avec l'exorciste, t'en as eu des chiés. Ouais, mais là, ça s'était arrêté et il suffit qu'il avec Conjuring qui a vraiment. Mais même avant. Insidious aussi qui avait. Même avant, je pense à l'exorcisme d'Emily Rose qui avait quand même eu son petit succès et qui proposait quelque chose d'intéressant en passant via le biais du procédural. Contrairement au dernier Conjuring. Oui, bon, voilà. Alors moi, je conseille encore une fois la lecture de l'excellent ouvrage par l'équipe de Occulture sur les Warren et leur chaîne aussi, parce que vraiment, c'est des pourritures les Warren. C'est voilà, lisez-le, c'est extrêmement bien sourcé, c'est bien écrit, bien. Les deux sont. Ed Warren est un pédophile et un violeur, voilà. Faut le dire. Mais ça n'a rien à voir avec le western. Du coup, ça me permet une petite transition. Oui. La balade des frères Blood, un bouquin pas à mettre entre toutes les mains puisque il y a des Trigger références au VSS. Voilà. De façon. C'est pas frontal, mais c'est vraiment très fortement suggéré. De façon on voit une meuf qui vient de se faire violer. Ouais, mais. Je veux dire, il te montre pas l'acte en lui-même. Oui, l'acte n'est pas montré en lui-même, mais si il est suggéré de façon. Si vous êtes sensible, il y a quand même des scènes qui peuvent être un peu gore, qui peuvent ça défouraille un peu de tous les côtés, quoi. Voilà. Mais par contre, là pour le coup, la semaine dernière, on se plaignait d'une violence qui était un peu putaclic. Là, c'est une violence qui est nécessaire, qui s'intègre dans le récit et qui a une force. Voilà, il y a une force. Et ça permet d'accentuer le côté désespéré de cet univers-là aussi. Donc, pour le coup, voilà, on a une différence d'écriture quand même entre cette œuvre et celle de la semaine d'avant, quoi. C'est dommage qu'on ait pas eu Sophie, parce que Sophie, elle déteste le western. Elle aime pas du tout le style. Et j'aurais bien aimé avoir son avis sur ce titre. Parce que le côté un peu plus gore. Peut-être qu'elle peut le lire et nous le donner sur une prochaine émission. Oui, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Non, mais là, je trouve que le côté gore, c'est jamais gratuit. Ouais. Quand il y a un acte de violence, c'est soit pour faire avancer la psychologie des personnages ou parce qu'il faut qu'on comprenne tel ou tel truc. C'est jamais mis là pour dire, regardez, ça pète de partout. Puis le côté gore est un peu en mode, en fait, on est dans un, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais dans un univers qui est impitoyable et qui est Faye refait l'imitation de la fameuse, on vous la fera un jour en vrai, l'imitation de Clint Eastwood. Elle ressemble à celle de Jim Carrey, pour ceux qui connaissent celle de Jim Carrey. Et elle ressemble à celle d'Albizobiz aussi. Mais je pense qu'il a dû voir aussi le même truc de Jim Carrey. Ouais, peut-être. Je sais plus où j'en étais. Oui. Impitoyable. Un monde impitoyable, il y a un moment une personne qui se fait à moitié défigurer et ils sont obligés de le cautériser directement. Mais ils ont raison parce que comme ça cicatrise plus vite et ça évite les morts. Mais c'est quand même assez c'est gore. C'est offert, quoi. Ouais, il faut y aller. C'est sûr que s'ils auraient eu un sabre laser, c'était cautérisé de suite. C'est pas un problème. Tu vois, pour ça, les Jedi, ils sont bien. Ils font pas trop souffrir leurs victimes. Voilà, bon. Par contre, les enfants, ils les enlèvent. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais sachez que Faye continue elle nous disait qu'elle a décidé Gollum et qu'elle dit que Gollum est mignon et qu'il est un personnage positif. J'ai pas dit que t'es positif, je trouve qu'il est déchirant. Ouais, mais j'ai de la peine pour lui. Elle est capable de pardonner à des personnages de fiction de façon. Mais c'est pas sa faute, il était possédé par l'anneau. J'ai des preuves, regarde, j'ai une enveloppe avec toutes les cas de possession. Est-ce que t'as une enveloppe aussi pour Ben Solo Mais j'ai une enveloppe, ses parents l'ont mal éduqué et puis on lui a machiné son cerveau et il était possédé lui aussi, voilà. J'ai toutes les preuves. Vous avez vu, le mec a quand même buté, enfin on est d'accord. C'est pas lui. Que Kylo Ren a c'est buté pas lui. Je sais pas combien de personnes. Ah, c'est pas lui, il y a des gens qui sont tombés sur son sabre quand il arrêtait sur des planètes. Mais Starkiller, c'est pas lui, il était pas là. Bah oui, mais il a quand même buté. C'est le rouquin, Starkiller. Lui, il a tué des gens, bon, quand il est allé sur une planète, bon voilà, c'est arrivé. Après, il était à un autre endroit, il était un peu énervé, il y a quelqu'un qui s'est trouvé là, bon. Voilà, mais c'est pas sa faute. Puis après, il a tué son père. Mais c'est pas sa faute, il était possédé. C'est pas lui qui a appuyé sur le bouton. C'est Palpatine. Et puis son père, il s'est penché. Bon bah voilà, ça arrive. Hein. Il était vieux. Hein. Oh bon. Alors, hein.
Je l'aime bien. Il a une cicatrice à un moment, c'est sympa. Ouais. Et sachez que quand il lui touche le ventre à la fin de... Ah bah je suis sûr qu'il a migré enceinte, tu vois, j'ai pas de théorie. Ce sera la suite de Rey. Apparemment, elle revient. Il y a des... Bah attends, j'attends le film, moi je veux voir si elle est enceinte. Hein. Si elle est enceinte, ouais, parce qu'elle Attends, elle doit revenir, non, Désirée? Oui, elle doit revenir, mais on sait pas où en est le projet. On verra bien. Voilà. J'ai vu juste une miniature YouTube, mais un truc d'horreur avec. Bah, c'est des murs. Moi j'aimerais bien qu'il fasse une série d'horreur avec Darth Vader. Mais il faut qu'il fasse plein de trucs. Là, je sais pas si t'as vu Starfighter, là, le prochain film avec Ryan Gosling. Il y a une image qui a été montrée. Ouais. Et ça fait genre pirate et tout. Mais je sais pas, moi j'aimerais bien qu'il y ait un truc un peu qui change, que ça fasse film d'aventure. Genre le gars il se crache sur une planète, il essaie de survivre, tu vois. Parce qu'ils ont fait avec la série Andorre. Mais Andorre, c'est fantastique. Regardez Andorre. Surtout maintenant. Regardez Andorre. Ouais. Moi, Voilà. j'ai toujours pas regardé. Et regarde Andorre. Mais viens, regarde Andorre. Et ne regardez pas. C'est sorti cet été, mais surtout, ne regardez pas Ironheart. Parce que vraiment, c'est de la merde. Ne regardez pas Alien aussi. Alien. Bon, en fait, non, on peut pas. On va. Faites votre avis. Non, mais Ironheart, vraiment. Mais il y a des gens qui ont aimé. Voilà. Et il y a peut-être des petites filles. Il y a peut-être des petites filles qui étaient contentes de se voir peut-être représentées. Peut-être que le programme n'était pas pour nous, je ne sais pas. Ouais. Voilà, ouais, moi j'ai vraiment du mal à voir. Dis-toi que toi tu détestes un truc, mais pour quelqu'un c'est peut-être son œuvre préférée et il faut être gentil. Il faut être gentil quand on aime pas. Moi je préfère ce qu'ils ont fait avec Agatha et avec. Moi j'ai beaucoup aimé la série Agatha. Mais moi je vais te dire, les seules séries que j'ai aimées au final c'est WandaVision et Agatha. Qui était très très cool. Mais parce qu'il y a des sorcières, je suis faible. Je suis très faible. Mais après j'aime bien les westerns pour revenir aux comics. Ouais. Et j'ai bien aimé ce comics alors qu'au départ c'est vrai que les auteurs. T'avais pas trop envie au début. Ouais, parce qu'à cause des auteurs, mais au final plutôt une bonne surprise. Après c'est surtout le dessinateur que t'aimes pas. Azzarello, il y a des trucs que t'avais bien. J'aime pas. Luthor et Joker, t'avais pas aimé? Joker bof. Et Luthor, c'est intéressant, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'on a lu d'Azzarello? Hellblazer. Oui, non, mais c'est pas mon préféré, tu vois. C'est genre joli, mais ouais, bof. Mais là, j'ai bien aimé ce titre-là. Je préfère Ennis sur Hellblazer. Non, mais je trouve que là, tu vois, c'est un bon petit western. Ouais. Quand t'aimes le genre, tu vas te faire plaisir. Voilà. Ouais. C'est dommage, on a failli avoir XP sur cette émission. Petite pensée à XP qui est très fan de western. Oui, XP parce que t'aurais pu faire plein de bons jeux de mots. Ouais, avec les frères Blood. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fait... je pense qu'on a fait le tour de ce l'émission est un comics. peu courte, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas vrai, on a réussi à pas faire 3 heures. Bon, on peut parler d'autre chose, mon cher James. Tu as une reco de fin Bloom? Non, je rigole. Bloom, c'est trop bien. T'en as déjà parlé en plus, je crois. Ouais, j'en ai déjà parlé. J'ai fini Love is War, j'ai lu le dernier tome ce matin. Kaguya-sama. Oui, moi j'ai retenu ça. Et c'était trop bien, j'ai trop rigolé. Vraiment, lisez ce manga. Commencez par l'animé si vous voulez pas acheter tous les tomes parce qu'il y en a quand même 27. Non, 28 tomes. Mais c'est 28 tomes de bonheur, j'ai trop ri. Vraiment, je recommande. Et je recommande aussi les 4 parties d'émissions autour de Taylor Swift que j'avais enregistrées avec Yael et Carole, que Yael a sorti justement sur son Substack, mais vous pouvez le retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast. Il suffit de s'abonner, on mettra le lien. Je sais plus ce que c'est, que ça change tout le temps. Je crois que c'est Geek Assembly ou... C'est Geek Assembly? Je sais plus, ça change tout le temps. C'est pas... Attends, son flux, je vais vous dire. Still. Mais je sais plus son flux, parce qu'il y a tout le temps plein d'émissions. Elle est comme nous, elle fait plein d'émissions. Et après, je retiens plus. Je vais Yael Sinkovic, puis vous trouverez. Non, mais je vais vous dire le nom du flux, je suis dessus. Alors, non, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est les podcasts de Yaelka. Yaelka. Voilà. Et vous verrez, c'est en 4 parties parce que c'était une longue conversation de 7 heures. Elle a mis 1 an à le sortir, mais c'est pas grave, ça marche encore. Et au début, elle vous a fait des petites intros pour remettre en contexte et parler des dernières actualités de Taylor. Et là, on attend l'album avec impatience. J'ai subi 7 heures de... Parce que j'étais à côté. J'avais rien le droit de dire. Attends, quand on parlera du prochain album. Mais viens en parler avec nous maintenant que tu es un peu initié, James. Ouais, peut-être. Le 3 octobre, alors déjà, je vais attendre mon album que j'ai précommandé, mais je vais écouter sur Deezer en prenant des notes sur chaque chanson, bien sûr. Passer sur Deezer. Et en faisant si vous nous écoutez sur Spotify, passez sur un autre truc parce que vraiment Spotify, c'est horrible.
Voilà, sachez-le, le patron de Spotify est un connard. Bah après tu vois, c'est compliqué parce que t'as envie de soutenir plein de choses et tout, mais il y a des fois tu te sens pris en otage parce que t'as pas forcément le choix. Ouais, bah oui, je comprends. C'est compliqué, Je comprends, moi j'ai repris HBO Max alors que je sais qu'ils soutiennent J. Caroline. Bah ça me fait chier parce que moi j'ai pas envie de soutenir J. Caroline. Bah, sinon il faut pirater, mais bon c'est chiant pour les autres. Mais je voulais regarder Peacemaker et pour le coup. Et c'était à Peacemaker. Et ouais. Pardon, j'arrête. J'ai bien aimé, je crois que j'ai déjà dit. Oui, tu l'as dit la semaine dernière. J'ai bien aimé Peacemaker. Mais on avait dit qu'on avait vu Évanoui entre temps, qui était la reco de Sophie. Non, on l'a pas dit, mais on l'a vu. Mais on l'a vu. C'était cool. Alors, c'était marrant. Moi, j'ai beaucoup rigolé, très drôle. Mais j'ai trouvé ça sans plus. Je comprends, sincèrement. Ouais, je vois pas trop la hype autour. Ouais, je comprends pas la hype autour. J'ai pas eu peur un seul instant. Ouais, après, peut-être que on l'a pas vu au ciné. Non, mais même j'aurais rigolé pareil, me connaissant. Tu crois? Oh oui, me connaissant. Le cast est cool quand même. Le cast est bien, j'aime bien le côté enquête, mais en fait, je suis pas trop convaincue par la structure du film. Et c'est vrai que le truc que disait Sophie avec le délire autour du joueur de flûte, je trouvais ça intéressant. Et moi, le joueur de flûte, c'est un conte qui faisait très très peur quand j'étais petit. Oh, moi j'étais pour lui parce que attends, les gens ils avaient pas été sympas, bah ils se vengent, ils prennent leur. Mais moi je l'ai lu dans un livre où vraiment il faisait trop peur. Ah ouais. Et j'avais trop peur qu'il vienne me chercher. Donc voilà. Ah ouais. Moi j'ai pas eu peur. Mais moi une de mes histoires préférées c'était Barbe Bleue. Ah. Déjà le true crime, James. Déjà le true crime. Barbe Bleue qui a été inspiré par Gilles de Rais et Henri VIII. Ouais. Voilà, si vous ne saviez pas, vous le saviez, vous le saurez maintenant. C'est pas Odile de Rais? Ce n'est pas Odile de Rais. Odile. On saura jamais qu'est-ce qu'il voulait dire, O-D-I-L. Mon Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Oui, vous avez vu, on ne s'est pas égorgé. On ne s'est pas égorgé, on a réussi à faire court et à faire. On a grandi, on a évolué, James. Notre relation est devenue plus forte. Exactement. La semaine prochaine, on vous parle de... Ah, c'est le retour de Daniel Warren Johnson avec The Moon is Following Us. Mais je crois qu'il est que à l'écriture et qu'il est pas au dessin. Je sais plus qui est au dessin. Mais c'est un truc de SF. Alors, ce n'est pas moi. Tu n'es pas au dessin? Non. Bientôt, peut-être. Bizarrement, j'ai pas envie de faire de BD. Moi, je veux juste des illustrations. Moi, je continue à bosser sur mon fanzine. Mais il a plein d'idées. Encouragez-le. Il a plein d'idées trop cool. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que je le mettrai à prix libre sur une plateforme pour que si vous avez envie de vous l'acheter. Ça peut être aussi un moyen de nous soutenir et de nous aider. Et comme ça, vous avez un petit objet en cadeau. Ouais. Avec un petit dessin. Parce qu'on va normalement avec Agnieszka, je suis censé l'imprimer et le coudre moi-même. Ce sera fait avec je peux t'aider. Avec mes petites mains. Voilà. Ah, c'est génial. Sachant que Agnieszka voudrait que je le dessine en traditionnel, mais moi j'ai pas envie. Bon, on verra. Tu peux essayer. Mets-toi des défis dans la vie. Ouais. Viens, on va acheter un carnet et on fait du traditionnel. On va jouer à dessiner, c'est gagné. Mais déjà, il y a on n'est pas encore en octobre, mais pour les gens qui dessinent, je pense à Sheba, si tu nous écoutes. Petite pensée à toi. Il y a Historic qui a mis en place un Inktober spécifique. Ils en ont parlé sur leurs réseaux sociaux. C'est vous avez que 3 dessins par semaine. Donc ça met le temps de faire ce que vous avez envie. Les thématiques sont cool. C'est Diane qui les a posées. Moi, je me suis engagé à participer. Donc je participerai sur mon compte James Podcast. Vous retrouverez ça et on partagera ça avec les autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à participer parce que c'est un défi sympa. J'avais fait le Inktober, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Parce que ça t'inspirait pas? Ouais, la fin des thématiques m'inspirait pas, mais celui-là m'inspire plus. Et en plus, comme il y a que 3 dessins par semaine. Moi, j'ai l'inspiration en rêve. Je rêve d'un truc et je sais qu'il faut que je le dessine après. D'accord. Merci beaucoup. De rien. David Lynch m'inspire. Mais j'aime beaucoup. Alors tiens, petit troco, j'aime beaucoup l'Instagram de la fille de David Lynch. Des fois, elle poste des vidéos. Genre là, elle a posté une vidéo. Elle a le visage tout maquillé en mode peinture. Genre, tu vois, la première tueuse dans Buffy.
Ouais. Voilà, elle est maquillée comme ça et elle se filme en gros plan et après elle fait un jeu avec la lumière et des filtres de couleurs. Mais c'est trop bien. Tu aimes bien l'Instagram aussi de Kyle MacLachlan? Il est trop fort, il danse, il fait plein de trucs et tout. Il est trop drôle quand même. Ouais. Il y a aussi un super compte Instagram Michael Myers où il fait plein de danses. Oui, très cool. Aussi. Voilà. Voilà. Si vous voulez des recos, vous avez plein de recos. On vous fait des bisous. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Bah, c'était sympa cette émission à deux. Ouais, c'était marrant. Ouais. Si vous avez envie de nouvelles émissions à deux comme ça, dites-le nous. Voilà. Putain. Peut-être pour le manga. Peut-être avec plus de monde, on verra bien. Oui, bah écoute, on fera des choses, on a toujours quelque chose à dire. On a des projets, on a plein de projets en arrivée, vous inquiétez pas. Ouais, il y a des choses qui vont sortir. Et ça va sortir, c'est dans les cartons. Sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour Daniel Warren Johnson et The Moon is Following Us. Quelle voix magnifique. Salut!